va commencer par le maillot. Attends, reste debout. Je lui souhaitais aussi bon anniversaire. C'est vrai, c'est son anniversaire. Comptez le faire en présentation. On peut lever un peu le... Oui, bien sûr. Lever un petit peu. Ah, pardon. C'est bon, monsieur, on va laisser les caméras se monter. Merci. C'est bon pour vous au fond? C'est bon, Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors, et on va faire comme d'habitude. On va laisser la parole à Pablo. Puis ensuite, je vous laisserai poser des questions à Olivier et à Pablo. On les libérera ensuite et on restera avec Nasser pour la conférence de presse pour Auxerre. OK? Donc, à toi, Pablo. Bonjour à tous. On présente, c'est difficile de faire une présentation le même jour d'un anniversaire. Félicitations. On présente notre troisième recrue d'hiver, Olivier Rencham. Il est un de ces petits garçons qui est parti de la France, très jeune, à Manchester City, où il était un joueur très important dans tous les centres de formation à Manchester. Je me rappelle de la dernière édition de la Next Gen qui s'est jouée là-bas en Suisse, que vraiment il était avec une performance dans le final de la Next Gen incroyable. Après, passé par l'Italie comme un jeune espoir, dans une ambiance compliquée, que c'est toujours génois pour un jeune joueur. Il a réussi à jouer beaucoup de matchs et à un très bon niveau. Après, il est parti en Écosse, à Celtic, où il a participé en Europa League. Il a fait la saison de la Champions League 2017-2018 avec Celtic, où il était toujours un joueur qui a fait des buts, des assists, un joueur important dans l'effectif. Un milieu de terrain, qu'il peut jouer dans toutes les positions au milieu, spécialement, il a joué à deux, il a joué comme le milieu offensif. À Genoa, je me rappelle qu'il a joué beaucoup de matchs comme numéro 10. Et il est surtout un joueur qui l'habille très bien. La qualité technique, la qualité physique. Il est un joueur avec un bon parcours offensif. Nous sommes convaincus qu'il est un joueur qui va nous donner un rendement pendant la saison. C'est une opération de prêt avec une option d'achat à la fin de la saison. Et bon, bienvenue Olivier. Merci, c'est gentil. Merci, Pablo. Alors, on va commencer pour les questions avec Olivier. Karim? Bonjour Olivier, bienvenue, bon anniversaire. On aimerait savoir un petit peu comment tu as vécu cette semaine. Ça a été une semaine un petit peu particulière puisque tu n'as pas été non plus à la disposition du coach. Comment tu as été accueilli par le groupe et quelles sont tes attentes? J'ai été très bien accueilli par tout le groupe. Quand j'ai été très bien accueilli par le groupe, malgré que je ne me suis pas encore entraîné, puisque c'est mon premier entraînement aujourd'hui, parce que j'étais en septembre, pardon. Et c'est des gens que je connaissais aussi auparavant par rapport à l'équipe de France, car j'étais en espoir, que j'avais déjà rencontré certains joueurs. Et ils ont été très, très sympas avec moi. Romain? Oui, Olivier, bonjour. Bon anniversaire également. Pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes points forts et quels sont les domaines où tu aspires à t'améliorer? Mes points forts, je pense que c'est j'ai un bon gelon. J'ai un beau gelon, je me projette régulièrement vers l'avant. J'ai une bonne vision de jeu, je pense. Et j'ai une mentalité qui va pousser le groupe, j'espère, vers le haut, parce que je suis quelqu'un de très déterminé et qui en veut, par-dessus tout. Et s'il y a des défauts, des trucs que tu vas améliorer? Mes défauts, je pense que sans doute à la réaction à la perte de balle, je pense que je dois faire sans doute
Sans doute, hein, j'en suis pas sûr. Ça, c'est le coach qui jugera. La réaction à la perte de balle et sans doute être encore plus offensif que je le suis encore. Karim? Olivier, t'es arrivé dans un contexte un petit peu particulier aussi, parce que mardi dernier, il y avait encore André Villas-Boas à cette place, et il a dit des choses concernant ton arrivée, notamment le fait qu'il ne te souhaitait pas et qu'il n'était pas véritablement au courant. Je suis désolé de te poser cette question, mais bon, voilà, c'était l'actualité. Donc, comment tu as pris ces paroles et quel est ton sentiment sur tout ça? Surtout ça, sur ces paroles, parce que on me l'a dit, je n'avais pas écouté. Ça m'a beaucoup surpris parce que quand j'ai fini l'Euro avec les Espoirs, il y a Marseille qui me voulait, il y a Andoni Zubizarreta qui a contacté mon entourage. Donc quand moi j'entends tout ça, ça me fait un peu drôle parce qu'il était au courant. Il me connaissait bien avant. Et son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté. Et je pense que par la suite, il s'en est suivi ce qu'il en est. Mais ça m'a beaucoup surpris. Après, j'ai fait acte de tout ça parce que je suis vraiment heureux de venir à Marseille. Parce que c'est un grand club et pour rien au monde, j'aurais refusé de venir ici. Ça ne s'est pas fait par rapport à des histoires d'agents, etc. Mais bon, après, j'ai positivé et j'ai regardé de l'avant, quoi. Serein et positif. Toujours, c'est important. Gilles? Bonjour. Si on pourra aussi avoir, Pablo, votre réaction par rapport aux déclarations d'André Villas-Boas On finira par la après. suite. Tu recommenceras parce qu'on va finir avec le joueur, là, s'il te plaît. Ok, on verra ça après. Mm. Mais Olivier, est-ce que vous vous sentez capable d'être titulaire dès demain à Auxerre? Est-ce que vous êtes prêt physiquement notamment? Sur l'aspect physique, je pense pas être prêt à 100% de faire un match de 90 minutes. Après, je me suis entraîné malgré que j'étais en septaine et que j'ai eu le Covid très récemment. J'ai toujours gardé la forme. Après, le rythme, il vient aussi en jouant. Donc, je pense qu'en jouant un peu de match, je vais retrouver mon niveau physique déjà. Bruno? Oui, des questions qui ont déjà été posées. J'en pose une autre un peu complémentaire. À quel poste vous appréciez jouer aussi? Parce qu'on a bien compris que vous aimiez courir, beaucoup courir. Mais vous pouvez jouer à tous les postes du milieu de terrain ou pas vraiment? Même si Pablo vient de dire que c'était surtout aussi dans le secteur offensif où c'était aussi intéressant de vous avoir. Oui, je peux jouer numéro 6, je peux jouer numéro 8, je peux jouer numéro 10. Moi, je suis quelqu'un qui aime le foot. Donc, tant que je suis sur un terrain de foot, le plus important, c'est que je m'épanouisse. Après, le poste, que ça soit 6, que ça soit 8, que ce soit 10, je suis un milieu de terrain, donc j'aime le ballon forcément. Mais bon, après, j'ai pas de gêne avec tout ça. Fabrice? Olivier, bonjour. Tu as quitté la France très tôt, hein, tu as joué en Angleterre, en Écosse, en Italie. Qu'est-ce que tu as appris au cours de tes différentes expériences à l'étranger et quel regard tu portes sur la Ligue 1 aujourd'hui? Tout ce que j'ai appris sur le football étranger, c'est que c'est plusieurs footballs, c'est pas tous les mêmes. Comme l'Italie, c'est basé réellement beaucoup sur la tactique. L'Angleterre, c'est beaucoup sur le team spirit, courir, faire des tacles, mettre des coups de coude, de tout. C'est vraiment de l'engagement. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas aussi. J'ai appris les mentalités différentes, les entraînements différents. Et l'Écosse aussi, c'était un passage aussi un peu qui ressemble à l'Angleterre par rapport à l'engagement. Et aujourd'hui, par rapport à la Ligue 1, c'est un championnat que je découvre et que je suis impatient de voir, de découvrir, de jouer, de participer à tout ça, quoi. Benjamin? Olivier, deux petites questions. La première, sur une précision sur ton contrat. Est-ce que tu sais si l'option d'achat est obligatoire? Voilà, c'est la première question. L'option d'achat de ton contrat. Je réponds. C'est pas une option obligatoire d'achat, c'est une option libre à s'exercer avant de la fin de la saison. D'accord, merci beaucoup. La seconde, c'est est-ce que tu as hésité à un moment donné de venir ici quand tu as vu tout ce qui se passait autour du club? Non, pourtant j'ai reçu énormément de messages qui m'ont souhaité la bienvenue. Tu vas voir, Marseille, c'est un grand club, tu vas kiffer. C'est avec des supporters aussi qui
il y a une grosse ferveur dans la ville de Marseille par rapport au foot. Donc en aucun cas, j'aurais douté de venir ici. Que la situation soit bonne ou mauvaise, pour moi, c'est Marseille. C'est Marseille, ça se refuse pas pour moi. Quand on t'appelle, c'est comme le Barcelone quand il t'appelle, ou le Real de Madrid, par exemple, ça se refuse moi. Et moi, en tant que Français, Marseille, c'est Marseille, quoi. Je ne peux pas dire non, je ne vais pas à Marseille pour rester en Écosse, par exemple. Carrément. En termes de disponibilité sportive et physique, tu disais que tu n'étais pas prêt à jouer 90 minutes. Il y a eu le Covid. Il y a eu aussi une période avec le Celtic où tu as un peu moins joué. Qu'est-ce qu'il va te falloir pour être à 100%? Déjà la connaissance de tes partenaires un petit peu plus, mais physiquement, tu vas avoir besoin de temps, tu penses, avant de retrouver véritablement le rythme et la compétition? Du temps, oui, parce que ça fait un bon moment quand même que j'ai pas joué. Et tout le monde sait que les entraînements et les matchs, c'est différent. On peut s'entraîner longtemps, mais c'est jamais l'intensité d'un match. Mais je suis pas inquiet par rapport à ça. Parce que je suis quelqu'un qui travaille dur et je sais que je vais vite arriver à mon niveau de physique très vite. Flo. Oui, Olivier, bonjour. Tu dois te dire que l'OM n'est pas à sa place, 9e de Ligue 1. Tu ne t'es pas trop entraîné, voire pas du tout avec tes coéquipiers, mais je suppose que quand tu vois l'effectif qu'il y a, le standing de l'OM, tu te dis faut qu'on aille se battre pour l'Europe. Enfin, toi, avec un regard un peu neuf, tu dois avoir cette volonté-là, je suppose. Bien sûr, bien sûr. L'OM, ça n'a jamais été un club qui fait de la figuration. Ça a toujours été un club avec beaucoup d'objectifs. Donc, moi, de mon point de vue, d'un nouveau point de vue, parce que je suis nouveau, moi, j'ai des objectifs en commun, je pense aussi avec le club, c'est de remonter la pente petit à petit, même si malgré que c'est difficile ou ça va être difficile, mais dans le foot, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, c'est comme ça. Après, je pense qu'après la tempête viendra le bon temps. Gilles. Olivier, justement, deux petites questions. Parler de tempête, c'est ce que traverse l'OM en ce moment au niveau sportif, mais au niveau aussi du divorce consommé entre la direction et les supporters. Quel regard vous avez sur cette situation actuelle? Le regard que j'ai, c'est... Moi, je suis nouveau, donc... Tout ce qui se passe, moi, je vois ça d'un autre œil. Moi, je suis content d'être ici, premièrement. Je ne veux pas me dire, ah, les fans, ils sont venus. Non, j'essaie de tout positiver, pardon, et de toujours aller de l'avant. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, et là, on regarde devant. C'est passé, c'est désagréable pour l'histoire de Marseille, c'est pas une bonne chose, certes, mais c'est passé, donc on regarde de l'avant et on essaie de positiver dans tout ça. Justement, la Coupe de France qui arrive, avec la situation très difficile en championnat, ça donne encore plus d'attrait pour vous, pour le groupe, pour cette compétition? Oui, j'espère. J'espère que c'est toujours une très bonne compétition à jouer pour tout le monde, aussi pour nous. Donc j'espère qu'on va pouvoir performer dans cette compétition. Romain. Olivier, tu viens de dire signer à l'OM, ça se refuse pas. Et il y a une interview que tu avais donnée il y a quelques temps, voilà, tu me vois venir, où tu avais dit que ton club de cœur c'était le Paris Saint-Germain. Donc est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment tu as grandi? Est-ce que tu aimais les deux clubs? Est-ce que tu te considères maintenant comme Marseillais? Tu n'iras pas quémander un maillot de Mbappé à la fin d'un match? Enfin, voilà, dis-nous ce que tu penses de tout ça. D'accord. Je la sentais venir cette question. Oui, j'avais dit ça en 2017, je pense, quand on avait joué en Ligue des Champions contre le PSG. Et par rapport à tout ça, moi, je suis un compétiteur, donc je suis de Paris. Donc forcément, j'ai supporté le club de ma ville. Mais aujourd'hui, s'il y a un Paris-Marseille, il n'y a pas de supporters sur le terrain. Là. Pour moi, c'est des adversaires, c'est la guerre. Donc j'ai pas le temps de vouloir parler avec qui que ce soit, malgré que c'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait des compétitions ensemble, mais arrivé sur après, on se connaît. Ils savent que moi, ma mentalité, c'est comme ça. Quand on est adversaire, quand on est dans la même équipe, on en fait partie de la même équipe, quoi. Ok. Olivier, hein. Bah, c'est pour Olivier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier? Oui. Allez, vas-y. Un OM-PSG, justement, il y en a eu un dimanche. Tu l'as observé en tribune. Qu'est-ce que tu en as pensé? À l'hôtel. À l'hôtel? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Du match? Ouais.
C'est un bon match à voir en tant que nouveau dans le groupe et en tant que quelqu'un qui regarde un match de foot Paris-l'OM derrière sa télé, je pense. Dans un temps difficile comme ça, je pense que la prestation, il y a beaucoup de positifs. On aurait sans doute mieux fait, on aurait pu mieux faire, offensivement. Et je pense que si on aurait marqué ne serait-ce qu'un but, ça n'aurait pas été le même match. Mais après, je suis content. Moi, on va travailler. Il y a toujours, mais on peut toujours faire mieux. Donc, pour moi, il y a du positif. Sujet beaucoup plus léger. Comment on prononce ton nom? Alors, on prononce le N ou on l'aspire? Il y en a qui l'aspirent, il y en a qui le prononcent, mais moi, je lui dis Ncham. Et ma mère a dit Cham. Donc, ça ne me dérange pas. C'est Ncham. Voilà. Voilà. Ok, on va passer aux questions pour Pablo. Bruno. Je profite du fait que vous soyez là. Il y a la Youth League dans moins de 20 mois. Là, voilà. En quoi cette compétition est-elle importante pour l'Olympique de Marseille dans un contexte aussi particulier en tant que directeur du football? C'est un gros match en plus d'entrée à l'extérieur. Quel est votre regard sur ça? J'aurais pu poser la même question à Nasser Largué, mais voilà, sur ce match à Liverpool. Et sur les enjeux, est-ce que c'est important pour l'OM ou pas? Bonjour. C'est toujours important de jouer la Youth League, surtout pour des questions. Non? Dans un projet de formation, et Nasser et moi, on a beaucoup discuté. C'est très important de jouer des matchs à niveau international. Surtout parce que le fait de jouer des matchs à niveau international, ça te donne une autre perspective de la formation, une autre perspective de football et jouer des types de matchs complètement différents. Cette saison, malheureusement, la Youth League, ça va te permettre seulement de jouer des matchs directs, à différence des autres saisons, sauf pour les clubs qui se qualifient directement comme champions dans les différents pays. Je crois que c'est une compétition très intéressante. Ce n'est pas une unité de mesure, parce que jouer un match international dans la Youth League, tous les matchs sont complètement différents, mais c'est un match intéressant surtout pour la formation de nos joueurs. Karim. Pablo, on ne fait pas de bilan du mercato au mois de février. On le fait, si on en a un à faire, on le fait à la fin de la saison. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça a été difficile d'avoir toutes ces transactions? Parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est la troisième véritable arrivée. Il y a eu l'échange entre Marley Aké et Franco Tongia. Il y a pas mal de joueurs qui ont quitté le club aussi. On a été un petit peu surpris qu'il y ait autant d'activité à Marseille au mois de janvier. Les bilans, c'est toujours à juin. Je ne vais pas faire de bilan à station encore, surtout parce que ça, c'est pas correct face aux joueurs, face au projet. Et je crois que tous les notes dans les courses scolaires, dans les courses de sport footballistique, ça se donne à juin. C'était un mercato qu'on a cherché de faire des choses. On avait des objectifs à niveau sportif. On avait l'objectif de renforcer toujours l'équipe, l'effectif. On a cherché aussi de faire sortir des joueurs parce que, comme on a parlé beaucoup de fois, notre objectif était réduire le nombre de joueurs dans l'effectif. Je crois qu'on a réussi à faire les choses qu'on avait dans la tête. Et naturellement, c'est assez compliqué de faire 11 mouvements dans un mercato d'hiver dans des conditions normales. En plus, avec la situation actuelle où le nombre de transferts est tombé drastiquement. Flo. Oui, Pablo, bonjour. Je voulais savoir si Jorge Sampaoli était votre priorité pour devenir entraîneur. Si oui, pourquoi? Et est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le dossier du coach, justement? Est-ce que Nasser peut continuer longtemps jusqu'à la fin de saison? Voilà, c'est une question importante, notamment pour Sampaoli et Nasser Largué. Naturellement, c'est une question importante. Dans le football, on parle toujours de 3 périodes. Le passé, que c'est toujours une question à analyser. Le présent, que c'est une période où nous sommes confiants dans le travail que Nasser il est en train de faire. On a mis en place des dispositions pour chercher de changer la dynamique. Naturellement, notre objectif fondamental pour le présent, c'est changer la dynamique de résultats qu'a l'équipe dans ce moment, que c'est un moment compliqué. Nous sommes au courant de nous. On travaille tous les jours pour chercher, dans le quotidien, de chercher ces changes de dynamique.
c'est aussi vrai que parler après pour les futurs. Pour les futurs, je ne suis pas une personne que j'aime cader dans la précipitation. Vous avez vu dans les différentes et dans toute la conférence de presse qu'on a fait, dans toutes les choses qu'on a fait, que toujours on doit regarder les projets du club. On travaille dans un projet de club à court, à moyen et à long terme. Pour ça que toutes les décisions qui vont être prises, ça va être des décisions que ça va faire du bien pour le futur de l'institution, pour le futur des projets du club, où nous sommes très bien focalisés. Après, parler du nom individuel dans ces moments, je crois que ça, c'est donner du motif à la spéculation. Je n'aime pas rentrer dans la spéculation. On travaille sur différentes pistes. Il y a des pistes qui sont plus avancées, il y a des pistes qui sont encore dans des contacts, et on va prendre les meilleures décisions pour le futur des clubs, surtout parce que c'est important. Quand il doit faire une décision sur un coach, ça doit être un coach toujours en regardant le futur des clubs et le futur des projets. Nico. Oui, du coup, deux petites questions alors, parce que, excuse-moi, non, mais pour prolonger celle-là, du coup, simplement sans parler de nom, l'intérim pour vous, il doit être le plus court possible ou il n'y a pas de date particulière? Ça, c'est le moment pour prendre la bonne décision. Dans les moments présents du club, nous sommes très contents avec le travail et la responsabilité, le travail quotidien que Nasser est en train de faire. Vraiment, nous sommes très contents. Je dois remercier Nasser pour le travail quotidien qu'il fait avec de la passion, avec de l'intensité et surtout avec une dédication incroyable pour chercher de changer la dynamique de l'équipe. Après, combien ça va durer jusqu'au temps de trouver la propre personne pour le projet de cette club. Donc, ma question, c'était pour revenir sur un passé récent. Olivier est là, donc c'est vrai qu'on l'a dit, c'est plus ou moins ce qui a été avancé comme raison du départ de Villas-Boas. Comment vous avez vécu ce départ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Toujours, quand il se sépare d'un coach, c'est un moment compliqué pour beaucoup de personnes qu'on a travaillé. On a cherché toujours de travailler pour le bien de l'institution, que c'est toujours au-dessous de toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur. L'institution, c'est toujours la chose plus importante. C'était une période qui est venue dans un moment, dans une dynamique, et nous étions dans une dynamique négative. Dans ce moment, je crois qu'il n'y a pas seulement un motif pour entrer dans les problèmes passés. On a beaucoup analysé, mais je crois que ça, c'est du temps de regarder au présent, de regarder au futur, de chercher de prendre les meilleures décisions et de travailler jusqu'à maintenant pour chercher de construire le futur et de changer la dynamique sans rentrer dans la polémique. Romain. Je précise, encore une question sur le golf, je précise que je dis ça par rapport à Nasser. Nasser nous a dit la semaine dernière qu'il voulait retourner le plus vite à la formation. Hein. Ça peut paraître impoli vis-à-vis de lui, mais quel est sans rentrer dans la spéculation sur le profil du nouveau coach, qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher un coach qui tire le meilleur de ce groupe actuel, un coach qui fasse progresser des joueurs du centre de formation? Quel est le profil du futur coach de l'OM? C'est une bonne question, parler des profils. J'aime beaucoup parler des profils toujours dans la vie. Ça doit être je crois qu'on doit regarder dans ces moments d'instabilité, parce que ça c'est normal avec tout ce qui s'est passé avec les supporters, l'exigence du club, l'exigence de nos supporters et l'histoire qu'on a et qu'on doit respecter comme dirigeant du club. On doit trouver les coachs qui soient propres. Pour le moment, ils soient propres pour le futur du club. Et un coach qui nous donne un espoir. Et surtout, une façon de travailler ensemble pour chercher de faire tourner toutes les différentes situations qui sont accadées pendant les derniers jours et les dernières semaines à la normalité. Il faut travailler avec de la normalité. Quel profil? Nous sommes obligés à faire du résultat parce que nous sommes l'OM. Nous sommes obligés à travailler pour le futur parce qu'on a un projet de construction de club. Et nous sommes obligés même aussi à travailler dans une revalorisation de tout l'effectif. Parce qu'on a un groupe de très bons jeunes joueurs. On a des joueurs qui viennent du centre de formation avec beaucoup d'espoir. Il faut faire un projet tous ensemble et chercher d'arriver au résultat, à la formation des joueurs, à la valorisation de l'effectif actuel et naturellement à chercher de donner de la normalité à toute la situation. Jean-Claude. Vous êtes arrivé cet été, vous êtes déjà confronté à une crise spectaculaire. Comment vous avez vécu, à titre personnel, vous,
les incidents ici à la commanderie avec les supporters et toute cette semaine qui semble avoir retourné entièrement les fondations? Je crois que regretter des actions qui sont succédées dans le passé, ce n'est pas une bonne chose. Je dis, il faut toujours regarder l'avenir. Je crois que ce club a des possibilités immenses pour le futur. On doit changer et on doit travailler tous les jours pour chercher de changer la dynamique et de changer la situation. Personnellement, c'était dur de vivre ce qui s'est passé dans la commanderie. C'était la première fois qu'on doit affronter une situation comme ça. Moi, personnellement, dans la vie, c'est normal, dans un poste où il y a l'exigence de Marseille, d'avoir des situations de tension. C'était fort, mais je suis une personne très froide, avec ambition du programme, avec ambition du futur du club. Pour ça que ça ne me prend pas beaucoup d'énergie, parce que toutes les énergies sont concentrées à travailler. Je crois que la première façon de sortir dans cette situation et de construire, c'est travailler avec de l'exigence et du rigueur. Et regretter des situations du passé et retourner au passé à vivre des situations, c'est seulement une façon de donner excuse à tout le monde. Allez, on finit avec toi, Gilles. Pardonnez-moi, pas beau de revenir là-dessus, mais on a vu la version d'Olivier tout à l'heure. On aimerait bien avoir la vôtre sur les déclarations d'André Villas-Boas. Est-ce qu'il était au courant qu'Olivier arrivait? Est-ce que c'était juste un prétexte pour annoncer son départ, selon vous? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a surpris? Bon, c'est retourner à des questions de passé que je ne voudrais... Ça c'est actualité. Je crois que retourner à des questions de passé, c'est donner des excuses à tout le monde. Quelle est la version qu'on travaille pour le bien de l'institution? Ça, c'est l'objectif que toutes les personnes qu'on a ici à l'intérieur, de chercher le bien de l'institution. Je croyais que faire le transfert d'Olivier, c'était une très bonne opportunité de marché. C'était un très bon actif pour le futur de l'institution, parce qu'Olivier est un de ces joueurs français qui a beaucoup de futur. Il a joué les championnats d'Europe de moins de 21 ans. Il a joué des matchs titulaires de 4 que la France a joué dans ce championnat, en train de faire la différence. Parce que je me rappelle de très bons matchs pendant l'Européen. Après, avec toute la phase de classification, qu'il a fait 18 matchs avec l'équipe de France de moins de 21 ans. Rentrer dans la polémique, je crois qu'on a beaucoup analysé ce qui s'est passé pendant les derniers mois, à tous les niveaux au club. Je crois que maintenant, donner des explications de comment ont été tous les processus, toutes les situations, ça c'est rentrer dans une période que ce n'est pas de construction. On doit chercher d'éliminer toutes les polémiques, de chercher le futur et surtout d'affronter toutes les questions avec respect. J'ai beaucoup de respect pour le travail qu'André a fait, qu'il a fait un bon travail. Maintenant, rentrer dans les polémiques, ce n'est pas mon style et surtout, ce n'est pas que je suis froid et je cherche de partir ailleurs. Comme j'ai dit aussi avec la question des supporters, on doit chercher d'analyser pourquoi nous sommes arrivés à différentes situations, mais surtout, on doit donner toutes les énergies, parce que dans le football, les énergies sont limitées, de mettre toutes les énergies à disposition de l'institution pour construire le futur de cette club, que c'est la chose plus importante pour tous nous. Allez, demi-question. Juste une question. La plupart de vos recrues sont des recrues signées avec option d'achat. On est d'accord, alors certaines obligatoires, d'autres non. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on sent que l'OM va avoir des difficultés à être sur le podium. Enfin, je suppose que vous devez l'anticiper avec le classement actuel. Donc, pas de podium, pas de Ligue des Champions, moins de revenus. Est-ce que ça veut dire que ça va être très compliqué de garder des joueurs qui ont cette option d'achat? Ça, c'est joueur au futur, à l'avenir. Et rentrer encore... Non, ça c'est rentrer dans la spéculation, parce que naturellement, ça dépend de beaucoup de choses. De la performance individuelle, de la performance collective de l'équipe. Ça dépend aussi sur le nombre de transferts que tu peux faire en sortie. On a un mécanisme de gestion interne économique très pareil à lequel utilisé par les clubs espagnols qui te permet tout le temps de faire des investissements. Ça dépend un peu dans toutes les constructions futures. Il y a beaucoup de questions et pas seulement dire OK, c'est un transfert de X millions d'euros, on peut faire ou on ne peut pas faire. Ça, c'est une construction tous ensemble, entre des salaires, entre des amortissements de joueurs. Ça dépend un peu cas par cas. C'est vrai qu'on a un nombre de joueurs dans l'effectif, un prêt que c'est plus élevé que la normalité. C'est aussi vrai que dans le passé, j'ai travaillé dans des situations similaires,
après la saison de Valence qui est finie en Champions League, c'est un autre contexte complètement différent. On a acheté tous les joueurs qu'on avait en prêt. Ça dépend un peu du contexte. Et la chose importante, c'est toujours pouvoir avoir le contrôle de tous les joueurs qu'il y a dans l'effectif. Naturellement, notre intention de faire ce type d'opération, c'est pour le marché actuel, que maintenant, aucun club fait de grosses transferts. Et la deuxième question, d'avoir toujours le contrôle de toutes les situations possibles et potentielles pour le club. Spécialement parce que tous les joueurs qui sont en prêt avec option d'achat sont des jeunes joueurs qui peuvent être dans le futur des joueurs intéressants à niveau d'actifs pour le club et pour patrimoniser le club, que c'était un des objectifs fondamentaux depuis que nous sommes arrivés. Pablo, vous sentez le propriétaire Frank McCourt très investi sur la durée? Il y a eu un communiqué récemment là, pour balayer certaines rumeurs de vente. Moi, je ne sais pas la question par rapport à ça, mais est-ce que vous le sentez investi sur la durée, prêt à réinvestir de l'argent, pourquoi pas l'été prochain? Est-ce que vous sentez un Frank McCourt qui veut s'inscrire dans la durée à l'OM? Toutes les conversations avec Frank dernièrement ont été toujours pour le futur du club, avec ambition pour le futur du club et projeté dans l'avenir, avec un plan, on a beaucoup parlé, de 4 ans. Et surtout, il y a une question à niveau d'investissement. On ne peut pas demander à un propriétaire toujours de faire des chèques. Nous, comme managers, on a l'obligation aussi de faire des projets, de faire des bons projets pour permettre d'avoir une stabilité financière, parce que je ne crois pas dans un football où le propriétaire, c'est seulement la personne qui fait des chèques. Merci beaucoup. On va libérer Pablo et Olivier et on va rester avec Nasser. Merci à tous vous. Merci à vous. Au revoir. Allons-y. Michel. Nasser, juste avant d'entrer dans le vif du match, quel est l'état des troupes avant ce tour de Coupe de France? Le groupe est intimement convaincu qu'il faut absolument renouer avec la victoire. Qui plus est, un match où le résultat sec donne déjà le ton. On ne peut pas sortir avec des regrets. Et il faut aller là-bas pour retrouver, je dirais, les sensations de la victoire. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur une réponse d'Olivier qui, quand on lui parle des incidents, de tout ce qui s'est passé, dit oui, mais moi, je suis content d'être là. Je voulais savoir ce que ça peut vous apporter justement d'avoir plusieurs joueurs qui sont arrivés récemment et qui peut-être justement sont moins comme nous dans la tempête des derniers jours. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur ça? Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont Milik, Lirola, d'autres. Mais est-ce que ça peut aussi apporter un peu de fraîcheur, un peu de soulagement d'avoir des joueurs qui sont peut-être plus tranquilles de ce point de vue-là? Et sur cet angle-là, c'est sûr que des joueurs qui arrivent, qui n'ont pas vécu un petit peu les dernières situations, c'est sûr que ça fait du sang neuf, c'est frais, ça n'a pas été impacté. Mais le travail que l'on fait, c'est aussi pour les autres, parce que les autres, c'est peut-être pas qu'un seul joueur ou deux joueurs qui vont changer la phase. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, il y a Milik qui est arrivé, et puis Olivier. L'attention qu'on doit avoir, c'est pour les autres joueurs, pour avoir cette dynamique positive. Fabrice. Bonjour. Ça fait une semaine que ça y est, vous êtes à votre poste. Pour votre premier match à Lens, vous avez opté pour un système en 4-4-2. Paris, vous êtes passé en 4-3-3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qui vous a amené à prendre ces décisions et quelle est votre réflexion pour demain? Je dirais sur l'analyse des adversaires, bien sûr, on prend des options. Je voulais sur le premier match prendre des risques en faisant un 4-4-2, c'était plutôt un 4-2-4, pour montrer aux joueurs qu'il faut aller de l'avant. Je m'attendais à une équipe de Lens qui était en mode de jouer contre une équipe qui était meurtrie. Et j'ai demandé aux joueurs, j'ai pris l'option offensive, je voulais que les joueurs se libèrent, qu'ils jouent, qu'ils aillent de l'avant. C'est cette option-là que j'avais prise, c'est pour ça que j'ai opté pour le 4-4-2. Mais ce qui est important entre soit le 4-4-2 ou le 4-3-3, c'est pas ça le plus important, c'est l'animation qu'il y a dedans, comment on peut se projeter vers l'avant.
parce qu'on est l'OM. L'OM les joueurs doivent prendre conscience qu'ils sont dans une institution qui est très forte, qui est attendue partout. Et c'est à nous de poser le jeu, c'est à nous de poser des problèmes à l'adversaire. Et donc, par rapport à Auxerre, il y a plusieurs options. Et, on a, je dirais, un effectif qui est présent et dans lequel il y a les joueurs qui ont joué contre le Paris Saint-Germain et bien d'autres qui peuvent prétendre à être titularisés. Valentin. Bonjour Nasser. Est-ce qu'avec la situation un petit peu compliquée en championnat, cette Coupe de France peut devenir une priorité pour le club? Oui, c'est ce que priorité, je ne sais pas, mais on va s'appuyer sur ce match-là pour retrouver les sensations d'une victoire et surtout une sensation de compète, parce qu'on sait pertinemment que c'est sur un match. Vous avez 90 minutes, au bout de 90 minutes, vous avez les tirs au but. Donc, quel que soit, je dirais, les événements du match, il faut revenir avec une victoire. Et c'est vrai que, je dirais, les victoires amènent d'autres victoires. Et c'est l'occasion aujourd'hui de poser des problèmes à Auxerre, qui ne sera pas une équipe facile, et retrouver notre jeu pour aller chercher, je dirais, le tour suivant. Karim. Nasser, bonjour. 2 petites questions. La première, pour rebondir un petit peu sur les dires de Fabrice, quand au niveau tactique, il y a des évolutions aussi par rapport à l'adversaire, mais dans ces temps très rapprochés, où il y a 3 jours, 4 jours entre chaque match, comment vous arrivez à mettre en place des stratégies un petit peu différentes, parce que vous ne pouvez pas trop travailler non plus au quotidien? C'est vrai que c'est très court, hein. Ça fait à peine une semaine que je suis avec le groupe pour essayer de travailler avec eux sur le plan tactique, etc. Ça peut être compliqué. On joue surtout sur l'intelligence des joueurs, leur dire voici les options que l'on va prendre. Je discute beaucoup avec les joueurs et ensuite leur amener, je dirais, ce que je ressens en termes d'animation, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Ce sont des joueurs de qualité, c'est des professionnels, ils doivent être capables de s'adapter à ce qu'on leur demande, pas forcément s'adapter seulement par rapport à l'adversaire. Et c'est à eux d'avoir assez de personnalité pour imposer un jeu que l'on souhaite mettre en place ensemble. La deuxième question, elle concerne Jordan Amavi, qui est absent depuis quasiment 2 mois maintenant. Est-ce qu'on peut espérer le voir rapidement? Est-ce que sa phase de reprise est proche, ou est-ce que le problème est plus compliqué pour lui? Jordan Amavi est un garçon que j'aime beaucoup. C'est un garçon qui a beaucoup de tempérament, qui travaille dur. Et aujourd'hui, on peut avoir l'espoir, à partir de la semaine prochaine, peut-être de le voir avec nous un peu plus sur le terrain. Romain. Coach, pour ce match, il n'y aura pas Dimitri Payet. Est-ce qu'il y a des options sur le côté gauche? On pense tous forcément à Luis Enrique. Est-ce qu'il est possible de le lancer sur un match comme ça? Oui, tout est possible. Pour l'instant, je n'ai pas arrêté l'équipe. Effectivement, quand il y a un joueur qui sort, soit sur blessure ou suspension, ça donne la chance à un autre joueur. Et puis, ça nous permet de voir les qualités que peut apporter ce type de joueur ou d'autres joueurs. Franchement, on a pas mal d'options. Xavier. Ouais, on l'a un peu dit, mais ça fait une semaine que vous êtes là. Selon vous, de vos observations, quels sont les enjeux, les chantiers prioritaires pour cette équipe? Et est-ce que finalement l'objectif, c'est pas de responsabiliser encore plus ces joueurs qui sont dans une phase un peu difficile? Je répondrai j'ai 2 réponses. La première, c'est bien sûr, il faut qu'on soit responsable aujourd'hui sur le terrain. Les résultats, c'est ni le gars qui est dans les bureaux, ni le gars qui est dans les tribunes qui va faire gagner ou perdre le match. C'est nous qui sommes sur le terrain, donc il faut avoir cette responsabilité. C'est notre métier, c'est notre devoir d'aller inverser je dirais, la courbe. Ensuite, je dirais répétez la question. Non, les chantiers prioritaires. Oui, les chantiers, oui, pardon. La deuxième, elle est justement sur le terrain. J'ai constaté qu'on avait 2 problèmes. Le problème, c'est dans nos 20 mètres et les 20 mètres adverses. C'est-à-dire, c'est avoir de la présence, parce que quand vous voyez entre les 2 surfaces de réparation, on est capable de faire de belles choses, à la fois dans la récup et à la fois dans l'animation. J'ai regardé encore le match du Paris Saint-Germain. On a fait vraiment de belles choses au niveau de de l'utilisation du ballon et l'approche. Quand vous voyez les statistiques, vous avez 12 frappes, ils en ont 9. Vous avez 4 frappes cadrées, ils en ont 2, et dont 2 buts. Donc ça veut dire qu'à un moment donné,
Il faut avoir, je dirais, de la personnalité dans les 16 mètres 50 adverses. Je veux qu'il y ait du monde, des garçons qui font des courses à l'intérieur de la surface pour être efficaces. Et bien sûr, quand on a des positions de centre contre nous, eh ben, il faut qu'on soit plus costaud parce qu'on prend trop de buts en venant de l'extérieur. Donc c'est vraiment les deux chantiers. Pour moi, la responsabilisation et l'efficacité dans les deux zones de vérité, qu'elles soient défensives ou offensives. Jean-Claude. Vous avez parlé d'Amavi, est-ce que vous en savez plus sur les périodes de disponibilité de Milik et Alvaro? Quand est-ce que vous pensez pouvoir les récupérer? Pour Alvaro, c'est moins grave qu'on ne pensait, donc c'est vraiment très positif. Et puis c'est un garçon qui a un tel tempérament qui m'a proposé de jouer demain. Je ne veux pas hypothéquer, je dirais, sa santé ni sa présence dans les futurs matchs. La même chose pour Milik. Il se dit disponible même par rapport à Bordeaux, et moi je préfère, je dirais, me passer de Alvaro et de Milik sur les 2 matchs qui viennent et qu'ils soient présents à partir de la semaine d'après, qu'on ait des garçons qui soient, je dirais, frais et puis en pleine possession de leurs moyens. La même chose pour Amavi. Bruno. Oui, j'avais une question qui a déjà été posée sur ce duel entre les 2 plus grands clubs du foot français, mais j'en ai une sur votre intérim. Êtes-vous prêt à aller ou pas jusqu'au bout de la saison? Voilà, vous disiez il y a une semaine, Romain le soulignait tout à l'heure, plus vite je retourne au centre de formation et en gros c'est mieux si on a bien compris. Mais êtes-vous prêt? On prend goût aux choses dans la vie. Prendre goût par rapport à ce que je fais, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir parce que j'ai des joueurs à l'entraînement qui me le rendent bien. Je voudrais qu'ils le rendent encore plus le jour des matchs pour leur institution qu'est l'OM. L'intérim, il durera ce qui durera. Je ne fais pas ni de plan de carrière ni quoi que ce soit. Si le club n'a toujours pas trouvé de successeur, eh ben, je continuerai à faire le travail en tant que coach. Là aussi, je vous remercie de poser cette question. Il ne faut pas que dans l'esprit à la fois des joueurs et des gens pensent que c'est un intérimaire qui est là, qui est un directeur de centre. Je suis un entraîneur et je l'ai déjà exprimé aux joueurs que je suis là pour faire de la compète et que leur métier, c'est de gagner des matchs. Donc voilà, donc le club m'a demandé de le faire et puis j'essaierai de le faire du mieux possible. Oui. Juste pour rebondir sur ça, qui s'occupe du coup du centre de formation? Toujours moi. J'arrive le matin de bonne heure. Je règle les problèmes avec Arnaud Berberian et Fabrice Marchand et les autres entraîneurs. On a réparti les tâches et là, je prends la parole pour remercier vraiment tous les intervenants, éducateurs, préparateurs physiques et administratifs, d'avoir été présents pour, je dirais, le rééquilibrage. Et une fois que j'ai travaillé sur les points au niveau du centre, je reviens avec les pros. Et puis quand les pros sont partis, je repars vers le centre. Adrien. Justement, en tant que formateur, pour revenir à Luis Enrique, comment vous le jugez et est-ce qu'il a une chance d'être là demain Dans le groupe, il y sera. Je trouve je le découvre, franchement, il a des belles qualités. On a vu sa rentrée, elle n'était pas ridicule. On sent de la puissance, de la vitesse et aussi de la bonne technique. Il a pris des risques. À un moment donné, il a frappé au but parce que la situation le permettait. Et donc oui, non, c'est un joueur qui, pour moi, il a sa chance. Et il a des qualités pour nous rendre service. On va prendre les 4 dernières questions parce qu'après il y a l'entraînement. Ouais. Flo, Gilles, Fabrice et Karim. Oui, Nasser, bonjour. Les retours qu'on a, c'est qu'il y a un bon feeling justement entre vous, votre staff et les joueurs, qu'il y a un certain retour au calme après les événements. Est-ce que vous confirmez ça, que l'ambiance s'est apaisée, que les joueurs le ressentent et que la réunion aussi avec les supporters la veille de Paris leur a fait du bien quelque part? Je ne sais pas, je ne peux rien vous dire par rapport à la réunion avec les supporters, mais je peux vous dire qu'au niveau du vestiaire et puis au niveau de l'entraînement, je sens vraiment une sérénité chez les joueurs. Maintenant, la sérénité, c'est une chose, mais ensuite, la révolte est autre chose. Moi, je voudrais aussi qu'il y ait de la révolte aussi le jour des matchs. Et je pense qu'ils en sont capables, puisqu'on l'a vu, je répète souvent, on l'a vu dans le contenu un petit peu du Paris Saint-Germain, dans l'utilisation du ballon. Et sur le plan défensif et le bloc, on l'a vu sur la première mi-temps de Lens. Donc, j'aimerais que sur les prochains matchs, il y ait la combinaison des deux. Oui, 2 petites s'il vous plaît. Vous avez rappelé votre envie d'avoir de la présence, notamment dans la surface au niveau offensif. Pourquoi ne pas instaurer dès lors un schéma à 2 attaquants, comme vous avez pu le faire à Lens
notamment, et quand on voit les profils de Germain et Benedetto, encore plus. C'est une option, mais aussi, moi j'aime bien que, vous l'avez vu par la saison dernière, des garçons comme Sanson, même comme Rongier, se retrouvaient dans les 16,50 m, étaient capables de venir de derrière pour pouvoir venir devant le but. Il y a les joueurs de côté aussi qui doivent aussi se rendre à l'évidence qu'il faut être présent dans les 16,50 m. Donc c'est pas le nombre forcément d'attaquants. Vous pouvez avoir 2 attaquants qui se marchent sur les pieds. Il y a des principes, des animations qui font que vous pouvez jouer avec un seul attaquant comme vous pouvez jouer avec 2 attaquants. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la présence supplémentaire devant les 16,50 m. J'aime bien qu'une fois que le centre est fait ou que le ballon est dans les 16,50 m, il y ait 4, 5, 6 joueurs. Ça, c'est important. Vous avez remplacé Alvaro par Perrin. Est-ce que dans votre esprit, il a une longueur d'avance sur Balerdi? Perrin, il a été mis, si vous vous rappelez, c'est parce que Balerdi était suspendu. Donc, il n'était pas avec nous dans le groupe. Et donc, il avait fait un bon match à Lens. J'ai trouvé qu'il s'en était bien sorti. Et donc, dans la continuité, j'ai pensé à lui pour rentrer. Mais pour moi, qui arrive, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, Balerdi a autant de chances que Perrin de pouvoir jouer les prochains matchs. Fabrice. C'est toujours difficile de parler de soi. Mais comment est-ce que vous décririez votre méthode? Quelles seraient vos inspirations en tant qu'entraîneur? Écoutez, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Le premier, c'était Arnaud Dos Santos, pour ceux qui s'en rappellent, quand j'étais à Rouen. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec un gars où j'ai connu vraiment la compétition de très haut niveau avec Guy Lacombe, quand j'étais à la Escagne. Et puis, il y a d'autres entraîneurs comme Antoine Koumboiré à Strasbourg. Il y a celui qui résume un petit peu l'ensemble des caractéristiques que j'aime pour un entraîneur, c'est Guy Lacombe, avec la grande exigence. Et aussi avec cette idée de pouvoir lancer des jeunes, de leur donner confiance. Donc voilà, ça c'est mes inspirations. Allez, on finit avec Karim. Nasser, on a bien compris que rien n'était figé, rien n'était fermé pour les joueurs qui n'ont pas débuté les 2 premiers matchs sous votre ère. C'est le cas de Dario Benedetto. On sait que c'est un joueur qui a besoin quand même de confiance aussi. Comment vous le jugez là en ce moment, dans cette période où il ne joue pas? Est-ce que vous sentez peut-être la révolte que vous attendez pour les jours de match chez l'Argentin? Dario, d'abord, c'est une très bonne personne. Je dirais même c'est une très belle personne. C'est un joueur qui m'a... Pour vous donner une anecdote, la saison dernière, on avait du mal à marquer avec la réserve. J'ai demandé à l'analyse vidéo de me sortir tous les déplacements de Dario Benedetto quand il est arrivé. C'était exceptionnel. Vous avez vu tous les buts qu'il a marqués. C'est sûr qu'un attaquant, quand il n'a pas beaucoup de ballons, il perd confiance. Et il sort de sa zone de confort pour aller chercher les ballons à droite et à gauche. Je pense qu'on est là pour le mettre en confiance et lui donner aussi du temps de jeu. Rater des ballons, ce n'est pas grave. À un moment donné, c'est pas possible que la réussite ne revienne pas. Et c'est un garçon en qui j'ai confiance et j'aimerais lui donner cette confiance aussi. Merci beaucoup. Attention, vous avez fait une description de vous qui colle parfaitement avec ce qu'a dit Longoria pour le futur coach. Je vous laisse la paternité de la réponse.